Pour être précis, la vraie question qui nous intéresse, c'est de savoir comment gouverner dans un contexte où finalement tous les sortants sont systématiquement battus. Il y a quelques années, je m'étonnais, ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, mais je m'étonnais de la santé politique d'Angela Merkel, qui au début de la crise avait été réélue alors que pratiquement tous les gouvernements sortants avait perdu l'élection suivant le début de la crise. D'accord ? Donc, or, en 2009, Angela Merkel, elle accroît même son score, elle a une victoire assez confortable, et on voyait que de notre côté, plus ou moins depuis 1981, chaque sortant a toujours perdu la prochaine élection nationale. Donc parfois, les présidents ont été réélus, mais seulement s'ils étaient en cohabitation. Le reste du temps, chaque sortant, s'il se représentait, donc, Jacques Chirac ne s'est pas représenté en 2007, donc du coup la droite a gagné, mais pour toutes les autres élections, en général, le sortant perdait. Donc ça, c'est un peu notre point de départ. Ce graphique montre les taux de popularité des présidents. Donc depuis Mitterrand, mais on aurait pu commencer en fait avec Giscard, c'est à peu près la même chose. C'était plus pour une question de lisibilité. Donc ce qu'on voit, c'est en fait une répétition qui prend plus ou moins la même forme chaque président. C'est-à-dire que les présidents sont élus, donc naturellement, ils ont un taux de popularité assez élevé au moment de leur élection. Très rapidement, ils dégringolent. Et ils finissent en général dans les chaussettes. Donc c'est la seule exception à cette règle, c'est les cohabitations. Donc on voit en fait pour Mitterrand 2 fois et ensuite pour Chirac que en fait la cohabitation est bonne pour la popularité du président. Donc quand il ne gouverne pas, les gens l'aiment bien. Quand il gouverne, il n'aime vraiment pas. Et depuis qu'on a réformé les institutions, donc à partir de l'élection de 2002, donc c'était le référendum de 2000 qui a instauré le quinquennat présidentiel. Comme les deux élections coïncident désormais, finalement, il n'y a pas de repli pour le président. Parce qu'il est élu avec sa majorité, et donc du coup, il ne peut plus dire « ce n'était pas moi ». Ce qui était grosso modo le programme de Jacques Chirac en 2002. Donc là il y a effectivement quelque chose qui a été probablement aggravé, je dirais, par la réforme nationale, de manière complètement involontaire. Hein. Ça, c'était certainement pas l'objectif recherché par cette élection-là. Donc, on s'est dit comment peut-on expliquer cela ? Quels sont les déterminants de cette évolution plus ou moins systématique ? Cette répétition, elle prend à peu près toujours la même forme. On commence par une campagne qui est portée sur des grandes promesses. C'est le propre des élections présidentielles. C'est-à-dire qu'elles sont très très personnalisées. Elles se cristallisent autour de personnalités qui doivent convaincre leur public, qui doivent se montrer présidentiables, comme on dit en français. Mais pour être présidentiable, il faut adresser tous les problèmes de la France, tous les problèmes de l'Europe, si possible du monde. Et pour être présidentiable, il faut avoir des réponses à toutes ces grandes questions. Et pour être crédible, il faut être plus ambitieux que les rivaux, évidemment. Donc, du coup, il faut faire des très grandes promesses. De très grandes promesses qui, en grande partie, dès le départ, ne semblent pas très réalistes au regard des spécialistes. Et moi, personnellement, je me demande, mais ça, c'est la psychologie des candidats présidentiels dont je ne m'occupe pas, à quel point ils y croient vraiment. D'accord ? Donc ça, mais c'est vrai que, du coup, ça crée une campagne qui est en général marquée par des surenchères permanentes. Celui qui a le plus surenchéri gagne, il est porté au nuage pendant quelques jours, parfois des semaines, mais ça dure jamais très très longtemps. Surtout qu'on est très très déçu du précédent, n'oublions pas. Donc du coup, on sait que voilà le personnage qui va nous sauver, qui est du marasme dans lequel nous a laissé son prédécesseur. Et François Hollande, de ce point de vue-là, était spectaculaire. Vous avez oublié, comme nous tous, à quel point les gens étaient contents le lendemain de l'élection de François Hollande parce qu'il nous avait débarrassé de son prédécesseur Nicolas Sarkozy, qui lui nous avait débarrassé de son prédécesseur, etc. Ce jeu à répétition, je crois qu'il est très ancré dans la culture politique française. Et voilà donc l'expérience de notre heureux élu. Donc en général, ça va très très vite. C'est ça qui est assez extraordinaire. En fait, au bout de 6 mois, il a perdu tout le capital de sympathie de départ. C'est un tout petit peu différent actuellement avec le nouveau président, donc qui a en fait a fait un tout petit peu le début de la courbe, mais ensuite a un peu remonté. Mais au début, il suivait à peu près le même parcours que tous ses prédécesseurs, mais c'est vrai que l'élection de 2017 a été un peu particulière et a peut-être changé un peu la dynamique. Espérons-le, je reste sceptique
personnellement, parce que c'est mon travail de rester sceptique, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui peut-être détonne par rapport aux autres. Mais sinon, depuis le Giscard, la courbe est à peu près celle-là. Celle-là, c'est celle de Sarkozy, je crois, que j'ai pris, qui donc commence avec des taux de popularité très très élevés, dégringole, on ne s'en remet plus jamais. D'accord ? Donc ça, c'est le jeu plus ou moins systématique. Donc il est un peu remonté à la fin, juste avant les élections, parce que la campagne électorale, elle fait quand même remobiliser ceux qui, idéologiquement, se sentent proches de ce candidat. Et le président sortant, en fait, du point de vue de la campagne, est toujours un tout petit peu favorisé par le fait qu'il est président et candidat en même temps. Donc ça, c'est une problématique assez classique, dont on parle à chaque élection. Mais en général, ça ne suffit pas pour devenir un candidat crédible. Et donc, fin de l'histoire, on chasse du pouvoir le sortant, auquel on ne trouve plus rien de bon. Tout ce qu'il nous avait promis, il n'a pas accompli. Ses qualités sont devenues en fait tout le contraire. Et en fait, il a échoué sur tous les plans. C'est vrai qu'il y a une espèce de tendance aussi de la part des électeurs à agrandir la défaite ou l'échec, d'accord ? Donc parce que concrètement, nous on a dans d'autres travaux, avec un autre groupe de recherche, on regarde par exemple dans quelle mesure les candidats tiennent leurs promesses électorales. Et en fait, la plupart des candidats tiennent quand même la plus grande partie de leurs promesses électorales. On a l'impression que non, parce que finalement, on s'attache aussi à quelques promesses électorales très très spectaculaires, comme les 75% promis par François Hollande, qui étaient complètement intenables. Et on sait par ailleurs que c'est quelque chose qu'il a sorti d'un chapeau juste avant le discours du Bourget, qui n'avait pas été étudié. Donc du coup, il y avait pas ces groupes d'économistes n'avaient pas fait des calculs, etc., sérieux pour savoir si c'était possible, faisable ou intéressant d'ailleurs, parce que on sait que fiscalement c'était pas particulièrement intéressant, c'était plus symbolique qu'autre chose. Donc du coup on s'intéresse à ces grandes promesses, renégocier les traités européens, à chaque élection plus ou moins on nous promet ça. Et on oublie en fait qu'il y a un tas d'autres promesses en général entre une cinquantaine et une centaine, et que la majorité de ces petites promesses en général sont tenues, mais un peu plus à l'écart de la publicité. D'ailleurs, c'est bon pour une promesse d'être à l'écart de la publicité parce que du coup, ça augmente ses chances d'être tenue. Donc du coup, on essaye d'expliquer d'où ça vient. Qu'est-ce qui explique ce processus, cette répétition des échecs et cette séquence portée au nuage, grands espoirs, après dégringolade et chasse aux sortants. Donc du coup, on essaie de voir, d'abord, première question, est-ce que c'est une particularité de la France ? Est-ce que ça a à voir avec des traits des électeurs français ? Est-ce que ça a à voir avec des traits des hommes politiques français ou des femmes politiques françaises ? Est-ce que c'est dû peut-être à des politiques publiques moins bonnes, etc. Donc c'est ce type de questions un peu simples qu'on a voulu développer dans le livre, donc, de nous poser qu'est-ce qui se passe. Pour cela, on s'est d'abord intéressé à la question de comment mesurer. Est-ce qu'il y a un corollaire parmi les électeurs, quelque chose qui nous permettrait de saisir cette méfiance à l'égard des gouvernants et cette promptitude à très mal réagir au premier échec ou à la première déception. Une des manières d'aborder cette question qui est assez courante consiste à regarder la notion de confiance, qui est une notion un peu compliquée. La confiance, dans son acception la plus simple, veut simplement dire à voir avec la relation entre deux personnes et leur tendance à présupposer que l'autre ne vous veut pas de mal ou même qu'il vous veut du bien. Ça, c'est ce qu'on appelle la confiance sociale. C'est quelque chose qui est beaucoup étudié en sociologie et en psychologie. Et c'est quelque chose d'important parce que plus vous êtes méfiant envers le monde qui vous entoure, plus vous attendez du mal du monde qui vous entoure, plus il va vous arriver du mal. D'accord ? Ça c'est comme une prophétie autoréalisatrice, mais c'est-à-dire que les gens très méfiants sont moins heureux, du coup plus malades, ont des vies plus courtes, en général des carrières moins bonnes, etc. Donc cela, ça fait partie de phénomènes sociaux relativement importants. Porté à l'échelle d'une société, ça pose un certain nombre de problèmes. Il y a eu des études, par exemple, sur l'Italie, assez connues par un chercheur de l'université de Harvard qui s'appelle Robert Putnam, qui explique qu'il y a en Italie quand même un phénomène assez spectaculaire, que vous avez en fait deux Italies. Une Italie du Nord qui est très proche du reste du nord de l'Europe, où les niveaux de confiance sont assez élevés, et c'est ce qui permet le développement économique, c'est ce qui permet une plus grande croissance économique, alors que cette Italie du Nord contraste avec une Italie du Sud qui est fondée essentiellement sur des
forme de confiance plus ancienne, où la confiance est limitée au cadre familial ou à des clans. Donc c'est là-dessus qu'est construit aussi la mafia. Cette structure familialiste, elle empêche justement le développement, elle empêche la confiance sociale et donc du coup le fait que des complètes inconnus entrent en interaction et peut-être concluent des transactions qui seraient bénéfiques pour les deux. Donc l'absence de ce type de transaction entre inconnus est très très coûteuse. Donc du coup, en politique, c'est un peu la même chose. Si les gens sont très très méfiants les uns vis-à-vis des autres, donc finalement, ça va créer une distance, une espèce de volonté, une promptitude à être déçu, mais du coup aussi une volonté de chasser les sortants. Et ça, par contre, ça peut aussi créer des comportements un peu pervers. Si vous savez que de toute façon, vous n'avez aucune chance de gagner la réélection, pourquoi se donner tant de peine ? D'accord ? Donc moi, c'est ce type de choses-là qui m'inquiète. C'est quand je vois que les gens sont si méfiants, je me dis, est-ce que ça ne va pas créer des effets pervers dans les motivations des hommes politiques ? De toute façon, on ne sait qu'on ne va gouverner qu'une fois. Donc du coup, pourquoi ne pas me servir ? Donc je ne dis pas que c'est ce qui se passe, mais j'ai parfois peur que c'est ce type de comportement qui sont encouragés par ce type de méfiance permanente. Il n'y a pas que cette méfiance sociale, parce que finalement les régimes républicains, les régimes politiques modernes, finalement, ils ne sont pas fondés sur la confiance sociale, ils sont fondés sur autre chose qu'on appelle la confiance politique, et qui est justement différent de la confiance sociale, parce que la confiance sociale était celle de l'ancien régime, où on faisait confiance justement au cadre familial, à son contexte le plus immédiat, parce que on faisait partie d'un petit monde très restreint, et de toute façon on n'échapperait pas à ce monde. Ce qu'on serait dans cette vie, c'était écrit avant ma naissance. Mon père avait un métier, je poursuivrais le même métier, et les positions sociales étaient figées. Ce que font les révolutions politiques du XVIIIe et XIXe siècle, c'est que finalement, elles remettent un peu les compteurs à zéro. Elles disent non, cette confiance sociale-là, elle est mauvaise parce que finalement, elle ne bénéficie qu'à une toute petite partie de la société. Donc du coup, il faut recréer une confiance qu'on fondera sur des institutions qui fonctionnent. Et c'est ces institutions-là qui fonctionnent, qui vont vous permettre aussi de vous élever dans votre rang social et de sortir, si vous le voulez, de vos communautés d'origine. Et c'est très important. C'est très important parce que c'est ce qui libère, c'est l'émancipation de l'individu, s'inscrit dans le développement de cette confiance politique. Il y a un lien, évidemment, entre confiance sociale et confiance politique, mais si cette confiance politique devient aussi faible, est-ce qu'on va revenir à des formes de confiance plus anciennes qui sont mauvaises pour la croissance, pour la santé, pour un tas de choses, pour la criminalité aussi. Donc là c'est un peu le problème du point de vue des conséquences de ce que cela pourrait avoir à long terme pour des sociétés comme la nôtre. Donc du coup, on regarde d'abord quels sont les degrés de confiance. Et là, on a pris des données d'enquête européenne qui s'appelle Eurobaromètre pour voir si la France est tellement différente des autres. À chaque fois, on a comparé la France avec les membres de l'Union européenne à 15. Et c'est vrai que presque systématiquement, la France est en dessous de la moyenne en ce qui concerne la confiance que les gens ont en la démocratie, en leur gouvernement, en leur homme politique, les institutions politiques, etc. Et même en termes de confiance sociale. Les niveaux de confiance sociale sont un peu plus faibles en France que dans la moyenne européenne. C'est vrai que quand on regarde la carte européenne, les niveaux de confiance sont extrêmement élevés en Scandinavie, donc le Danemark, le pays le plus heureux du monde, etc. Donc ça, vous en avez entendu parler. De manière générale, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des évolutions quand même qui sont cachées là-dedans. Par exemple, en Finlande, depuis le début des années 90, on a assisté à une chute assez conséquente de la confiance politique, mais qui n'a pas entamé la confiance sociale. Les gens se font toujours beaucoup confiance entre eux, mais ils ne font pas du tout confiance à leurs hommes politiques suite à une crise économique qui a eu lieu au début des années 90 et liée à quelques scandales politiques et de corruption. L'autre cas assez intéressant où on constate une évolution similaire, c'est le Japon, où au cours des années 80-90, on a constaté une augmentation très très considérable de la confiance sociale. Mais à la suite de Fukushima, il y a eu une chute vertigineuse de la confiance dans la classe politique, qui est parmi les plus faibles du monde développé, mais qui, encore une fois, n'a pas entamé la confiance sociale.
Donc finalement, c'est des choses qui sont liées, mais qui sont loin d'être identiques. Donc du coup, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la France. Donc en France, le niveau de confiance politique, comme on voit, il est un peu en dessous de la moyenne, mais ce n'est pas non plus très très impressionnant. Les autres, la catégorie autres ici, sont essentiellement les pays de l'Est européen, où en général les niveaux de confiance sont plus faibles. Cela dit, ils sont en train de croître. Donc ils sont dans une autre dynamique que nous. Donc ils étaient très faibles parce qu'ils venaient de quelques années quand même d'instabilité politique plus ou moins importante suite à la chute du mur. Mais ces niveaux de confiance se reconstruisent. Et par exemple, en termes de confiance sociale, la moyenne en Europe de l'Est est plus élevée qu'en France. Ce qui est tout de même étonnant. Donc on essaie de comprendre qu'est-ce qui fait qu'en France, finalement, ces niveaux soient aussi faible. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on regarde nos 4 explications. La première explication qu'on a voulu tester est de savoir, est-ce que peut-être nos politiques sont moins bonnes ? C'est-à-dire, au vu de l'effort consenti, l'effort financier, l'effort budgétaire consenti, est-ce que peut-être nos résultats ne sont pas à la hauteur des attentes légitimes des électeurs ? La rangée supérieure, elle montre en fait la relation entre la satisfaction avec le gouvernement et la satisfaction avec différentes politiques. Donc on a regardé 3 politiques, la santé, l'éducation et la lutte contre les inégalités. Et ce qui est assez intéressant, si vous regardez juste la première rangée, plus vous aimez le gouvernement, plus vous êtes content de ces politiques. Et moins vous aimez le gouvernement, moins vous êtes content de ces politiques. Ce qui semble assez intuitif, mais ce qui est aussi problématique parce que finalement, ce n'est pas forcément lié à l'évolution effective de ces politiques. Et c'est ce qu'on a regardé dans la deuxième rangée. Dans la deuxième rangée, on a regardé, est-ce qu'en fait, il y a un lien entre des mesures objectives de la qualité des politiques publiques et l'appréciation de ces mêmes politiques par les électeurs. Donc, en gros, on voit pour la santé, à gauche, on a pris une mesure très simple qui est l'espérance de vie. L'espérance de vie en Europe de l'Ouest, elle est très similaire. Ça ne change pas beaucoup. De manière générale, là, il y a un lien. Il est moins prononcé que dans la mesure subjective. Donc, j'aime le gouvernement, donc je suis content de la politique. Mais c'est vrai que dans les pays où il y a l'espérance de vie la plus élevée, les gens font le plus confiance à leur gouvernement, ou sont le plus satisfaits de l'action de leur gouvernement. Regardons maintenant le deuxième. Là, c'est un peu plus problématique. Donc, la mesure objective qu'on a prise là est la mesure la plus courante de l'étude de PISA. Donc, l'étude de PISA, c'est une étude qui compare la performance des collégiens à travers une centaine de pays dans le monde. Et donc, en gros, on leur fait passer un certain nombre de tests. Ces tests sont envoyés donc à l'organisation de PISA qui travaille avec l'OCDE, au château de la Muette, et du coup sont publiés depuis presque une vingtaine d'années, tous les ans, des statistiques sur la performance des collégiens. Et là, par contre, il y a quand même un phénomène assez étonnant, c'est que la moyenne des notes obtenues par les collégiens n'est pas du tout un bon prédicteur de la satisfaction avec le gouvernement. Or, quand on regarde en haut, la satisfaction avec les systèmes éducatifs est bien liée ou explique bien la satisfaction avec le gouvernement. Mais c'est la mesure subjective. Moi, j'ai l'impression que le système éducatif va bien, donc j'aime le gouvernement. Ou l'inverse, j'aime le gouvernement, donc je pense que la politique éducative est plutôt bonne. Mais en fait, quand on regarde ce que le système éducatif réalise vraiment, on peut me dire que cette mesure-là est une mesure parmi d'autres. Il y a les questions d'illettrisme, il y a d'autres mesures, évidemment, mais en fait, étonnamment, la même étude, elle regarde aussi les capacités de lecture, de compréhension, etc. Et les différentes mesures sont très, très corrélées. D'accord ? Donc, ce n'est pas très différent. Quand on est bon en maths, en général, on sait bien lire. Donc, de ce point de vue-là, le fait que les politiques soient effectivement bonnes, finalement, n'ont pas tellement d'effet sur la satisfaction avec le gouvernement. Ce que moi, personnellement, en tant que chercheur, j'aimerais quand même que les gens soient très rationnels et qu'ils jugent leur gouvernement en fonction de choses objectives. Finalement, la troisième politique, la lutte contre les inégalités, en l'occurrence, ça marche plutôt bien. C'est en fait ce qu'on mesure là, c'est le ratio entre la richesse des 10% les plus riches par rapport aux 10% les plus pauvres. Donc, en fait, plus on bouge vers la droite, plus les inégalités sont fortes. D'accord ? Donc, 4,5, ça veut dire que les 10% les plus riches possèdent 4,5 fois plus que les 10% les plus pauvres. D'accord ? Donc là, les inégalités sont très très fortes. Et du coup, on est très insatisfait avec le gouvernement. Donc ça, c'est plutôt normal. Mais la relation n'est pas très forte. C'est ça qui est aussi assez étonnant. Quand on voit les zones grises, on voit que le jugement, il est un peu dispersé. Que les gens, finalement, n'ont pas une bonne connaissance de l'état des inégalités dans son pays.
on ne peut pas s'imaginer, parce que c'est des sommes telles que finalement c'est un peu abstrait. C'est-à-dire, si on lit ça, on entend le dernier entretien de Thomas Piketty sur France Inter, et on se dit, oui, c'est terrible, mais concrètement, les ordres de grandeur, quand on demande, les gens ne peuvent pas les imaginer. C'est des sommes trop importantes en jeu pour qu'elles soient plastiques, pour elles deviennent très concrètes. Donc, conclusion de notre petit graphique, est-ce que la France, donc finalement, se caractérise par des politiques publiques moins efficaces que les autres ? On a des petits résultats, donc qu'on présente dans le livre en plus de détails que ce que je peux le faire ici, mais ça ne semble pas expliquer la différence en termes de confiance politique et notre tendance à chasser les sortants. La seule chose qu'on peut dire, c'est que du point de vue de l'effort consenti, l'effort financier et budgétaire consenti sur des questions comme l'éducation et la santé, nos résultats sont peut-être pas tout aussi bons que ce qu'on pourrait espérer, mais ils sont quand même parmi les meilleurs dans le monde. D'accord ? Donc simplement que nous, parfois, on tend à payer un peu plus pour obtenir les mêmes résultats. C'est tout. Mais c'est aussi quelque chose que peut-être on est prêt à faire. Hein. La deuxième explication qu'on regarde concerne le fait que peut-être on a une classe politique moins représentative, une classe politique qui est plus éloignée de ses électeurs et qui du coup a plus de mal à être une représentante crédible des volontés des électeurs, que les électeurs finalement ne s'y reconnaissent plus dans cette classe. Et c'est le discours des candidats d'extrême gauche et d'extrême droite qui ont rythmé, disons, la campagne de 2017 et d'autres avant. Et c'est vrai que là-dessus, avec les critiques depuis... moi, je ne suis pas moi-même français, mais j'habite ici depuis 25 ans maintenant, presque. Et c'est vrai que depuis que je suis là, j'entends parler du pouvoir démesuré des énarques et des lobbies et que sais-je, des corps, tout cela. Donc il y a un tas d'images comme cela qui reviennent beaucoup dans le débat public et qui effectivement incriminerait une classe politique qui serait moins représentative que dans d'autres pays. Donc ce qu'on regarde ici, c'est deux mesures assez classiques qu'on trouve dans beaucoup de sondages politiques, pas des sondages des instituts de sondage, mais des sondages qu'on fait nous pour nos recherches, qui sont des mesures qu'on appelle nous d'efficacité. C'est-à-dire, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on sent que le fait que je vote pour telle ou telle personne, ça fait effectivement une différence. D'accord ? Donc, est-ce que quand je vote pour ce candidat plutôt qu'un autre, est-ce qu'il y aura vraiment des politiques différentes ? Ce qui est une question importante, parce qu'on a parfois l'impression que non. D'accord ? Donc, ou que tout le monde va dans la même direction ou fait des politiques finalement assez similaires. Et ici, quand on regarde, finalement, la France, elle ne fait pas beaucoup moins bien que d'autres. D'accord ? Donc, c'est vrai qu'elle n'est pas parmi les leaders. Quand on regarde les pays où les gens se sentent le plus représentés, donc il y a l'Autriche, l'Espagne, mais l'Espagne, c'est particulier parce que c'est une politique très, très polarisée. Il y a des grandes différences entre le parti de gauche et le parti de droite. Et donc, là-dessus, les gens savent que ça fait une grosse différence de voter pour l'un ou pour l'autre. Il y a le Brésil, mais ça c'est le Brésil d'avant la crise, donc avant la destitution de la dernière présidente. Mais c'est vrai que fondamentalement, même si effectivement la France, encore une fois, n'est pas dans les pays où on croit que la politique ferait vraiment une différence, elle n'est pas très en dessous des autres non plus. Cette image d'une classe politique un peu inconsciente des besoins et des soucis réels de leurs électeurs, ce discours existe partout. D'accord ? Et il y a partout des partis d'ailleurs qui essaient de se saisir de cela, même l'Allemagne, donc qui semblait pendant très très longtemps à l'écart de ce mouvement-là, depuis les élections de septembre, a un parti d'extrême droite au Parlement fédéral pour la première fois de l'histoire d'après-guerre. D'accord ? Donc c'est un grand changement. Il y a eu plusieurs moments où il y a eu des partis d'extrême droite dans les années 80-90, mais ils n'ont jamais réussi à percer ailleurs que dans certains parlements régionaux. Là, pour la première fois, dans le Parlement fédéral aussi, vous avez un parti clairement populiste. De ce point de vue-là, la France n'est pas très différente des autres. Troisième explication, que j'aime bien appeler l'explication Newsweek, selon le journal américain, qui tous les ans sort une fois par an une où il dit que c'est Français qui n'aiment pas travailler, qui manifestent tout le temps, qui sont jamais contents, etc. Donc en gros, on serait un peuple de feignants, en fait, où tout le monde, finalement, préfère se plaindre plutôt que de participer à un effort collectif. Là-dessus, bon, la France est plutôt bien classée côté manifestation, comme vous pouvez le voir. Mais bon, il y a évidemment d'autres mesures à regarder. Donc ici, ce qu'on voit, le leader, c'est l'Espagne, parce que c'est vrai que l'Espagne, ces dernières années, a connu
beaucoup de mouvements sociaux avec les indignés et les suites des crises immobilières, etc., qui ont suivi. La France est relativement en haut, mais finalement assez proche d'autres pays comme l'Irlande, donc qui elle aussi a connu une série de crises assez retentissantes. Et si on regarde d'autres mesures, par exemple, le nombre de jours de grève, ça a beaucoup baissé en fait. C'est aujourd'hui, on est très loin, par exemple, le leader européen en termes de jours de grève est la Finlande. Donc, oui, c'est étonnant, mais c'est comme ça. Et on est très loin de cela. Donc, en fait, ça a à voir avec à la fois la taille et le type de gestion du secteur public. Donc, parce que finalement, les grèves, elles ont plus eu lieu dans le secteur public que dans le secteur privé, notamment dans un contexte où la protection du travail diminue un peu partout quand même. Donc, c'est une tendance commune à tous ces pays. Et la Finlande, en fait, a un secteur public très protégé et très important. Donc, ça peut faire partie d'une explication. C'est peut-être on est effectivement culturellement parlant un peuple un peu plus qui a un peu plus tendance à se plaindre, à se manifester, à manifester son mécontentement. Et après, quand on fait des tests économétriques, finalement les résultats ne sont pas super impressionnants. Donc toujours encore une troisième explication qui est pas complètement fausse, mais qui peut pas donc après la qualité des politiques publiques, la distance de la classe politique. Est-ce qu'on est un peuple juste trop ingrat? Oui, peut-être, mais ça peut pas tout expliquer. Donc du coup, on arrive à l'explication qui finalement nous intéressait nous et qui était au point de départ de la réflexion qu'on a eue avec Nicolas Sauger, donc qui consiste essentiellement à dire que peut-être on a un système politique qui fonctionne un peu à contre-emploi. Et pour cela, il faut peut-être se souvenir d'où vient ce système politique. Ce système politique a été créé dans des conditions quand même assez confuses, donc en 1958, dans une situation de quasi-guerre civile, où le Parlement, le dernier Parlement de la IVe République, vote les pleins pouvoirs au général de Gaulle, qui, encore une fois, doit nous sortir du pétrin. Et le général de Gaulle, qui aurait pu utiliser ses pleins pouvoirs à mauvais escient, finalement, montre ses qualités démocratiques. Il crée un comité de spécialistes pour travailler, pour développer une nouvelle constitution plus adaptée, pense-t-il, aux spécificités de la France de cette époque-là. Ce qui est probablement vrai, parce que c'est vrai que après des années d'instabilité gouvernementale, l'arrivée du général de Gaulle finalement crée des gouvernements beaucoup plus stables, avec des majorités plus ou moins stables elles aussi, et finalement une confiance qui renaît dans la politique. D'accord ? Donc après cette grande crise de 1958, c'est vrai que très rapidement, les choses se calment. Arrive 1968, donc une nouvelle crise politique, une crise générationnelle avec des traits culturels. La politique change à ce moment-là, elle prend des formes un peu plus justement bruyantes. Il y a des nouvelles demandes politiques qui n'étaient pas là auparavant. Tout à coup, on s'intéresse à des nouveaux sujets, l'égalité hommes-femmes, l'environnement, les droits de l'homme, etc., qui font irruption. Et c'est vrai que les présidents qui ont suivi le général de Gaulle n'avait pas l'aura qu'avait le général de Gaulle lui-même. Le général de Gaulle lui-même, qu'on soit d'accord ou pas, utilisait par exemple les référendums comme des plébiscites. C'est-à-dire à chaque fois, il mettait en cause sa responsabilité personnelle. Donc si moi je suis pour cette option-là, si vous votez contre cette option-là, je m'en irai. Donc c'est bien, c'est mal, mais très rapidement, dès son successeur, en fait, Pompidou, au moment du référendum sur l'entrée du Royaume-Uni dans l'Union européenne, il dit très clairement, si vous votez contre, c'est vous qui décidez. Moi, je vous donne l'option de choisir. C'est déjà une relation très différente au référendum. Donc, il ne s'engage ni d'un côté ni de l'autre. D'ailleurs, les Français voteront contre une première fois. Et tous les autres vont continuer à utiliser ces institutions politiques de cette manière beaucoup moins pyramidale et beaucoup moins concentrée sur le président. Par contre, ce qui va arriver, c'est que progressivement, cette élection présidentielle va quand même rester centrale. Elle va rester le moment clé de la vie politique française. Tout se joue ce jour-là, ou ces 2 jours-là. Et les élections législatives, progressivement, vont devenir des espèces de sous-élections. Et a fortiori, les deux sont liés, d'accord ? Parce que c'est vrai que pendant quelques années, en fait, les élections, comme les 2 mandats étaient très différents, donc l'un de 7 ans, l'autre de 5 ans, les deux pouvaient ne pas coïncider.
Et du coup, il y avait deux campagnes complètement différentes. D'ailleurs, c'est ce que montre un peu mon graphique ici. Les taux d'abstention sont toujours plus élevés. Pour les présidentielles, les taux d'abstention restent très très faibles, même les dernières. Donc, elles étaient un peu plus élevées que pour les précédentes, mais plus de 70%, c'est extraordinaire dans le monde qu'on vit, d'accord ? Donc, c'est de participation. Donc la moyenne est de 80% de participation ou 20% d'abstention. Il y a toujours eu un peu plus d'abstention pour les législatives, donc de l'ordre de 30% en moyenne. La participation a baissé ces dernières années, mais encore en 97, l'élection gagnée par Lionel Jospin à l'époque, on avait un taux de participation très très élevé, mais encore une fois, c'était une élection législative qui avait lieu en dehors d'une élection présidentielle. Et c'est ce qu'on voit un peu ici sur la droite. Donc les taux de participation aux législatives, quand elles ont lieu indépendamment d'une élection présidentielle, les taux d'abstention restent assez faibles. Donc la moyenne est de l'ordre de 24%. Mais par contre, quand les deux coïncident, les taux d'abstention grimpent très fortement. Donc la moyenne là est de 35%, mais en fait c'est bien plus grave que cela. C'est-à-dire c'est en 2012, au deuxième tour, pour la première fois, le taux de participation aux législatives baisse en dessous de 50%. Donc une abstention de plus de 50% et à celle de 2017, une abstention de 52% au premier tour et de presque 58% au deuxième tour. Donc là, je commence à me dire, là il y a un souci. Et là, justement, la réforme de 2000 dont on a déjà parlé, et que vous avez compris que je ne l'aime pas beaucoup, la création du quinquennat qui finalement met les deux élections ensemble, et en plus la réforme du calendrier électoral, parce qu'on aurait pu s'imaginer que l'élection législative ait lieu avant la présidentielle, mais tout le monde trouvait que c'était dénaturer l'esprit de la Ve République. Donc à partir de ce moment-là, on établit pour toujours que l'élection législative sera une sous-élection de l'élection présidentielle. Et les gens l'ont compris. Les gens l'ont compris, ils ne se déplacent pas. Et cette année, c'était vraiment spectaculaire. Un taux de participation de plus de 70% à la présidentielle et moins de 50% aux législatives. Et ça a des conséquences. Ça a des conséquences assez nettes. On en a un peu parlé dans le débat public. Mais il faut quand même se dire qu'avec 15% des inscrits au premier tour et 18% des inscrits au deuxième tour, La République En Marche a obtenu plus de 50% des sièges. Je trouve ça problématique. Que vous ayez voté pour LRM ou pas, je trouve ça problématique. Et d'ailleurs, je trouve que LRM devrait trouver ça problématique. Il devrait se soucier de pourquoi est-ce qu'on est aussi mal élu. D'accord ? Donc après la question de légitimité, ils ont quand même gagné les élections. Je ne mets pas cela en doute. Mais c'est un problème qu'on ait une majorité qui finalement représente moins de 20% des inscrits pour plus de 50% des sièges. Là, il y a un souci. Et le problème avec cette élection présidentielle est que à chaque fois, nos candidats présidentiels, ils nous promettent un tas de choses. Et une fois qu'ils sont au pouvoir, ces grandes révolutions promises, les grandes révolutions, notamment les révolutions institutionnelles, parce que maintenant tout le monde promet des refontes de fond en comble des institutions, une fois qu'on est au pouvoir, finalement, elles ne sont pas si mal. Parce qu'être président, c'est quand même cool. C'est-à-dire, on a quand même tous les pouvoirs, on est politiquement irresponsable, donc on est inatteignable, on gouverne sans être directement responsable, autrement qu'à la prochaine élection, mais on ne peut pas être démis de ses fonctions. De ce point de vue-là, le président français, il est quand même nettement plus fort que le président américain, qui doit composer avec un congrès très très fort en face et qui, la plupart du temps, demandé à Barack Obama, lui rend la vie impossible. Ici, il n'y a pas de congrès réticent. Un parlement aussi mal élu que celui-là ne peut pas dire à un président, lui bien élu, qu'il a tort. D'ailleurs, il ne le fait pas. Donc là, il y a un vrai problème. Et donc, du coup, finalement, ces institutions qui avaient été créées pour remédier à un problème spécifique d'instabilité, etc., deviennent des machines à décevoir, parce que tout se concentre sur cette personne, et cette personne ne peut pas tout changer dans un monde qui est lui aussi devenu plus compliqué que ce qu'il était en 1958. Parce que la moitié des décisions qu'on prend, la moitié des promesses qu'on fait, on doit les négocier avec nos partenaires dans l'Union européenne. C'est bien, c'est mal. C'est le monde dans lequel on habite. Si on n'était pas dans l'Union européenne, ce serait pire. Parce qu'on aurait encore moins d'autonomie, on subirait beaucoup plus des décisions du reste du monde, les décisions de la Fed ou pire, les décisions de la Bundesbank qui nous affectaient tant dans les années 80. C'est finalement pour ça aussi qu'on a voulu l'union monétaire, parce qu'on avait l'impression que notre politique monétaire était décidée à Francfort et qu'on n'avait pas mot au chapitre. Comme le disait Balladur à l'époque, au moins comme cela, on aura un siège à la Bundesbank. Il y a une politique qui nous affecte, qu'on ne contrôle pas. Au moins, s'il y a une union monétaire, on pourra
avoir droit au chapitre. Et d'ailleurs, il y a eu un président français de la Banque centrale, donc c'est pas non plus comme si on avait été très très marginalisé dans le cadre de cette institution. Donc du coup, ces promesses-là, dans ce monde très très interconnecté où on dépend tellement de nos partenaires, etc., elles sont encore plus décevantes. D'accord ? Donc or, on a toujours cette élection centrale qui pousse les candidats à promettre beaucoup. Angela Merkel n'est pas le soleil levant de son pays. Elle n'a pas cette fonction-là. Et en fait, son poste à elle est très différent. On l'appelle chancelière, mais c'est une première ministre. Et en tant que première ministre, son boulot à elle n'est pas de résoudre les problèmes de la France, de l'Union européenne et de toute la galaxie. Son problème à elle est de faire en sorte que tout le monde reste autour de la table en train de négocier. C'est la négociatrice en chef, c'est tout ce qu'elle est. Et elle donne des impulsions. Il y a un mot pour ça en allemand, un peu compliqué. Ce n'est pas elle qui décide, ce n'est pas prévu. Et personne ne l'attend d'elle. Le fait qu'elle gouverne bien, c'est que justement, elle arrive à ce que personne ne soit tellement fâché qu'il quitte la table de négociation. Or, ici, on est dans un système politique où finalement, on attend tout de cette personne-là. Cette personne-là ne peut pas tout nous donner. Il n'y a personne qui puisse tout nous donner. Et donc, du coup, dans le livre, on finit justement par réfléchir quand même à quelques solutions qui valent ce qu'elles valent. C'est un peu, justement, comme je vous l'ai dit, je ne crois pas trop au grand soir de la Ve République. Je ne crois pas qu'on puisse, par une seule réforme, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas de baguette magique. Mais par contre, ce qu'il faudrait faire, c'est justement enlever la tension, changer un peu la focale. C'est ça ce qu'on voudrait faire. Donc, et on essaie de réfléchir à des solutions qui permettraient de changer la focale. Enlever la focale du président, de cette attente démesurée, et obliger les acteurs politiques à négocier plus entre eux, à trouver plus des accords qui englobent plus d'un parti, voire plus d'un camp. Donc, et c'est vrai que de ce point de vue-là, la victoire d'Emmanuel Macron va certainement dans le sens que nous on suggérait, donc, ou en tout cas la suite de cette victoire, parce que finalement il a quand même beaucoup chamboulé le paysage politique. Mais bon, la personnalité du président fait quand même qu'il garde cette focale sur lui pour le moment, mais c'est vrai qu'il a réussi en même temps de négocier une majorité un peu plus large et qui traverse les camps politiques historiques. Encore une fois, on n'est pas pour une réforme de fond en comble du système politique, même si, quelque part, je pense que des systèmes parlementaires ou avec des systèmes électoraux proportionnels sont un tout petit peu mieux adaptés à créer la dynamique nécessaire à une négociation entre partis. La première est justement d'introduire, donc il y a ce débat sur la dose de proportionnalité qu'on a depuis 10 ou 15 ans maintenant, mais bon, moi, une première idée, c'est effectivement de rendre l'élection un peu plus proportionnelle. Donc, du coup, pour éviter cette prime aux gagnants démesurée qui permet aux gagnants de se dire que j'ai quand même gagné les élections. Mais finalement, les différences entre celui qui gagne et celui qui perd sont tellement minimes que cette prime, finalement, elle dénature les résultats. D'accord ? Donc ça ne reflète pas bien finalement l'électorat. C'est le problème de tous les systèmes majoritaires. Et regardez ce qui s'est passé aux États-Unis où le perdant a gagné. Quand même. Ça c'est le paroxysme de ces systèmes. Mais à une moindre échelle, on trouve des choses similaires en France aussi. Le système électoral français actuel est très disproportionnel. C'est ce qui veut dire que la distribution des sièges par rapport à la distribution des votes est très différente. Donc, et ça, c'est en soi problématique. Donc du coup, on propose par rapport à cela une élection plus proportionnelle. Et moi, mon idée, ce serait, on en parle si vous voulez, mais ce serait d'au moins 50% des sièges attribués à la proportionnelle, à la majorité, donc avec des nouvelles circonscriptions qui couvriraient tout le territoire. Et deuxièmement, et ça c'est beaucoup plus important encore à mes yeux, que les deux élections aient lieu le même jour. La présidentielle et la législative, pour que justement on n'ait plus cette soumission, disons, l'élection législative à l'élection présidentielle. Ce serait une manière d'obliger en fait le candidat présidentiel entre les deux tours à négocier avec la majorité qui se dégage. Et donc du coup montrer qu'il y aurait déjà un groupe de partenaires avec qui il travaillerait. Je pense que ça changerait très fondamentalement la logique, la dynamique de la Ve République et créerait un système politique où finalement les gens auraient moins d'attentes à la fois, mais aussi des attentes plus réalistes. Et c'est un peu ce que je veux. Il ne faut pas seulement changer la classe politique, il faut aussi changer les électeurs. Mais ça, on le fait en leur envoyant des signaux qui sont eux aussi plus en lien avec la réalité à laquelle sont confrontés les hommes politiques. Deux autres plus petites mesures, peut-être rapidement. L'une consisterait à
à réguler davantage l'accès à la candidature, parce que ça c'est un autre problème, c'est que qu'on a constaté beaucoup ces dernières années, que la présence de tellement de candidats, et même si ça a diminué un tout petit peu au cours des 2 dernières élections, parce qu'on est arrivé jusqu'à 16, évidemment on se souvient rarement de tous ces noms, le système des parrainages actuel de toute façon ne marche plus, donc il faudrait un système de parrainage par signature d'électeurs comme ça existe dans d'autres pays. Donc moi je serais très pour le fait qu'il faut, mais là du coup vraiment des conditions très dures. Il faudrait qu'ils aient tant de milliers de signatures dans au moins tant de régions. Donc, et cela serait la condition sine qua non d'une candidature à la présidentielle, de manière à la réduire peut-être à 4 ou 5 candidats. Ça couvrirait toujours tout l'échiquier politique, mais on n'aurait pas toutes ces petites candidatures qui finalement sont co-responsables en tout cas d'une certaine cacophonie et qui participent à la surenchère. D'accord ? Donc c'est un peu cela aussi, parce que les candidats qui n'ont rien à perdre, finalement, ils n'ont que cela comme option, c'est de promettre encore plus et des choses encore plus irréalistes que ce que proposent les autres. Et la dernière chose, et ça c'est plus en lien avec l'élection de 2017, ce serait de confier la réglementation, la régulation et l'organisation du jeu politique à une instance indépendante et qui aurait une autonomie politique avec quelques pouvoirs policiers, en tout cas pas judiciaires mais policiers, importants. Ça existe dans d'autres pays, hein, c'est pas rien de révolutionnaire de ce point de vue-là, mais c'est vrai qu'il y a toujours un conflit d'intérêts classique entre le fait que le ministère de l'Intérieur est à la fois juge et partie par rapport quand il est en train d'organiser une élection. Donc du coup, je dis pas qu'il y a des abus massifs, mais je pense que ça fait partie des choses qui pourraient permettre de reconstruire la confiance dans le jeu politique aussi du côté des électeurs. Donc encore une fois, quelque chose de plus symbolique, fondamental, mais je pense que la symbolique, ça reste très important dans la politique et c'est des choses dont il faut tenir compte. Donc voilà quelques idées pour finir de ce qu'on développe aussi pour réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Pour dire que peut-être ce qu'on vit actuellement pourrait effectivement représenter cette rupture avec le jeu classique que nous on rend responsable de cela. Après, tout n'a pas changé. Ce qui a changé certainement, c'est que la polarisation qui allait de pair avec les présidents qui avaient tout gagné ou tout perdu a certainement diminué avec la présidence actuelle. Le fait qu'il se fonde sur un mouvement nouveau, qui lui-même repose sur les épaules d'un tas de beaucoup de gens qui sont des novices en politique, a certainement changé un tout petit peu la donne. C'est vrai que ces taux de popularité ne correspondent pas tout à fait à ce à quoi nous avaient habitués les 5 derniers présidents. Donc là, il y a certainement un changement en cours. Après, la focale reste très fortement sur le président. Donc moi, j'attends un peu de voir, mais j'ai un peu l'espoir encore en tant que citoyen intéressé que peut-être cette présidence va représenter une petite rupture avec ce cul-de-sac dans lequel on s'était engouffré depuis pas mal d'années, quoi. Donc là, mais encore une fois, en tant que scientifique, je suis plutôt sceptique et encore une fois, j'attends de voir.